Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. C'est une nouvelle lecture que nous entamons ensemble ce soir. La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, vous aurez compris donc qu'il s'agissait d'un live. Et donc forcément, je vais un peu discuter avec mon chat, je vais faire une introduction et des pauses dans ma lecture. Mais vous pouvez passer tout cela grâce aux timecodes qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Voili voilou, et du coup, comme d'habitude, on commence avec une petite intro de 10-15 minutes. Le temps pour moi de parler avec vous et le temps aussi de laisser aux gens qui voudraient suivre le live en direct le temps d'arriver. J'ai pas forcément grand chose à vous dire dans cette introduction, si ce n'est que vous avez vu que mon rythme était un peu bizarre en ce moment. Je vais essayer malgré tout de continuer le mardi, vendredi 21h les lives de lecture et le dimanche les lives de découverte sur l'univers de League of Legends. Je pense que ça ne devrait pas se casser, ce rythme devrait continuer éternellement, à l'infini. Mais c'est vrai que le rythme du reste c'est un peu particulier. J'ai vraiment mis les bouchées doubles il y a 2 semaines, la semaine passée et il y a depuis 2-3 semaines je dirais. J'avais mis les bouchées doubles, que ce soit personnellement dans l'ombre, donc pas forcément en live, mais aussi en live, puisque la semaine passée j'ai fait des tonnes de live. Là j'ai un petit coup de mou, du coup j'ai un peu le contre-coup. Et j'ai un peu de mal à me mettre à mes projets et à reprendre les lives à la fréquence à laquelle je l'aimerais. Mais en tout cas, il y a quand même des lives à venir, ça c'est une certitude. Je continue de travailler sur tous les domaines dont j'ai déjà pu vous parler dans de précédents lives. Je vais pas forcément y revenir dessus parce que je vais pas forcément revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses et je ne ferai que me répéter. Mais en tout cas, très bientôt, très certainement, vous reverrez des lives popés sur The Witness, le jeu d'énigmes, ainsi que des lives d'illustration, donc sur Photoshop pour mon jeu de société sur l'eau. Ça, c'est deux types de lives qui ont de très fortes chances d'arriver dans les temps à venir, en plus des lives habituels de lecture et de découverte. Voili voilou. Je dois vous avouer aussi en ce moment que je suis un peu dans un flou artistique entre guillemets, dans le sens où j'apprécie ce que je fais, j'apprécie les lives de lecture, j'apprécie tous les lives que j'ai pu faire, ou aussi les projets que j'essaie d'effectuer en solo. Et en même temps, je commence, enfin c'est des réflexions que je me fais depuis très longtemps, mais en ce moment je recommence à avoir ces réflexions qui me broient un petit peu le moral, de me dire, ok c'est très bien, c'est très cool, mais ça n'avance pas très vite ou pas très bien entre guillemets. Ça ne va pas là où j'aimerais que ça aille entre guillemets. Et on va dire, j'aime pas cette expression, mais ça marche pas comme je le voudrais. Et du coup, j'avoue que je commence à avoir pas mal d'hésitations, etc. Parce que, tout simplement, encore une fois, je vais pas me plaindre. À chaque fois que je parle de ça en live, j'ai l'impression de me plaindre et je déteste ça. Donc voilà, mais disons que je ne roule pas sur l'or, clairement pas, et que je suis de plus en plus dans la dèche. Et du coup, là, je commence à avoir un petit peu peur avec tout ce qui se passe. Enfin, bref. Et donc voilà, en ce moment j'ai un petit coup de mou, faut que je me remotive, faut que j'arrive à me remettre à tout ça. Et j'espère que vous me suivrez pour la suite, parce que j'avoue que j'ai quelques hésitations, quelques doutes sur certains trucs. Par exemple, truc très con, hein, mais qui me taraude un petit peu. C'est par exemple les lives de lecture. Je commence à avoir du mal à me dire quelle œuvre on va lire par la suite. Et surtout, c'est très con, surtout que je l'ai fait par plaisir à la base ces lives. Mais c'est vrai que depuis pas mal de temps en vérité, depuis quelques mois déjà, mes rediffusions sur YouTube font très très peu de vues par rapport à un temps. J'observais une constante amélioration et là depuis quelques temps j'ai l'impression que ça stagne, voire que ça régresse. Et du coup ça me chagrine un petit peu, je me dis
Est-ce que je fais des textes qui n'intéressent personne du coup? Mais en même temps, bah voilà, c'est ce que je vous dis, je commence à être un petit peu à court de texte et je trouve pas forcément d'autres textes que je pourrais vous lire. Et même sans parler des vues à la rediffusion sur YouTube, de manière générale, juste selon mes envies, je sais pas quel texte vous lire en live parce que je veux à tout prix que ce soit dans le domaine public pour pas m'attirer de problème. Et que bah on a déjà lu pas mal de choses, donc ça devient de plus en plus cornélien de faire des choix et de même trouver des œuvres qui pourraient bien passer en live et qu'on pourrait découvrir ensemble. Euh, je pensais personnellement peut-être faire un live un de ces jours, je sais pas trop, mais peut-être un de ces jours faire un live où on ferait cette recherche ensemble entre guillemets et pendant toute une soirée ou toute une après-midi, bah fouiller sur internet tout simplement un maximum de liens et un maximum de livres, entre guillemets, se faire une bibliothèque de ce qu'on aimerait lire ensemble. Je pense que ce serait une plutôt bonne idée, mais bon, faut que j'arrive à mettre ça en place. Et après, je sais pas, dans les faits, comment on rechercherait ces textes. À part chercher sur Google de ce que je connais, mais c'est peut-être pas suffisant, justement. J'ai envie d'aller vers des nouvelles choses que je ne connais peut-être pas. Donc, je sais pas, je me tâte en ce moment, je suis un peu dans tous ces doutes-là, donc encore une fois, n'hésitez pas. Et tout con, je vais vous parler voilà, je vous parle là, désolé, je me rends compte que je suis un peu bordélique et que je parle un peu de tout et de rien, mais je dis les choses telles qu'elles me viennent. Un truc très con, mais dont je vous fais part, c'est que bah pareil, je suis plutôt du genre à m'en foutre des chiffres, des statistiques, des j'aime, etc., etc. Mais force est de constater que bah malheureusement c'est comme ça que ça marche sur Internet. Et du coup, c'est vrai que moi quand je regarde mes stats et que je vois qu'il y a comment dire, disons que les gens qui ragent et les gens qui sont mécontents vont plus facilement commenter et plus facilement mettre des j'aime pas, alors que les gens qui apprécient bah, vont tout simplement être polis et se taire, ce que je comprends tout à fait parce que je suis exactement pareil. Mais c'est vrai que du coup, bah, petit à petit, je vois ma chaîne entre guillemets, bah, comme je le disais tout à l'heure, stagner, voire régresser, et c'est vrai que ça me fait un petit quelque chose. Et je me dis, bah merde alors, je taffe autant qu'avant sur cette chaîne, voire plus. J'essaie de faire step up tout le niveau des lives, et ça marche de moins en moins bien. Et en fait, c'est aussi accompagné justement des petits trucs à la con, et c'est pas des choses qui me touchent fortement. Mais par exemple, quand je me lève le matin et que je vais voir les commentaires de la chaîne, et que le seul commentaire c'est quelqu'un qui me dit oh là là, tu parles trop en introduction, c'est hyper chiant, et que je lui réponds je le dis dans la première phrase, les timecodes sont disponibles dans la description de la vidéo. Déjà ça me gonfle, c'est un truc à la con, hein, mais à force ça me gonfle en fait parce que c'est très régulier. J'exagère, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et quand à côté de ça, j'ai des commentaires sur YouTube très très agréables de gens qui me remercient pour ma lecture, qui me disent que je lise bien, qui me font des compliments, qui me font des suggestions, et c'est très très cool. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins fréquent. Donc voilà, désolé, je suis un peu parti sur totalement autre chose. Je suis un peu parti sur peut-être mon état d'esprit, mes états d'âme, mes doutes, mes peurs. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime pas réclamer, j'aime pas. Alors c'est très con ce que je vais dire, mais j'aime pas faire ma pute. J'ai rien contre les prostituées, attention. Mais juste, j'aime pas faire ma pute, j'aime pas me vendre, j'aime pas réclamer, quémander. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche sur le monde d'Internet. Donc, si vous avez aimé les vidéos sur YouTube, etc., n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour débattre, juste même si vous avez envie de discuter, moi je suis carrément ouvert à ça. Ou n'hésitez pas à faire des suggestions de bouquins pour la suite, ou juste mettre un commentaire ah j'ai kiffé la lecture, juste ça, peu importe. En fait, c'est con, mais c'est comme ça que ça marche sur Internet. Il faut qu'il y ait de l'interaction entre guillemets. Sinon, bah, l'algorithme et les logiciels considèrent que ton contenu, on s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, les vues, entre guillemets, ne sont pas suffisantes. Bon, après, c'est pas comme si je faisais énormément de vues, hein. Mais bref, toujours est-il que voilà, c'en est terminé du petit
du petit paragraphe que j'avais à dire là-dessus. En fait, je l'avais même pas à dire, j'avais même pas réfléchi à ce que je vous dise ça. Ça m'est venu comme tel, mais ouais, c'est vrai que ces temps-ci, ça me travaille un petit peu. Ça me travaille un petit peu et je me dis, merde, qu'est-ce que je fais pas comme il faut, entre guillemets. Alors je sais que ça marche pas comme ça et que sur Internet, ça marche beaucoup, beaucoup par la chance. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de me donner de plus en plus dans les lives et j'ai l'impression de me commit de plus en plus pour de moins en moins de retours et ça m'embête un petit peu. Bref. Voilà, il fallait que ça sorte a priori puisque j'avais pas du tout planifié de parler de ça et au final je n'ai parlé que de ça quasiment de l'intro. Et du coup, j'accueille avec plaisir sur ce live Darabolt ainsi que Zikael So Famous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir et bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Darabolt qui me dit ça fait un moment, mais Darabolt, je ne me rappelle même pas si on s'était déjà parlé parce que ton pseudo me dit quelque chose et je sais que t'avais follow. Mais je sais même plus si on avait déjà parlé parce que là, quand je clique sur ton pseudo, c'est écrit qu'il y a un seul message posté ever. Donc, il me semble qu'on n'avait même jamais discuté ensemble, Darabolt. Et du coup, pour répondre à Darabolt et Zikael, bah, ça va bien, mais en même temps, vous l'avez peut-être compris avec tout ce que j'étais en train de dire, ça va bien, mais en ce moment, je suis vraiment dans un creux. Je suis dans un creux plein de doutes et plein de... ok, bah, je me donne à fond sur mes projets, je me donne à fond sur les lives, je me donne à fond dans tout ce que j'entreprends, mais ça réussit, j'aime pas ce genre de terme, ça ne réussit pas autant que je l'aimerais. J'aime pas ce genre de terme parce que c'est que des trucs que je fais pour le plaisir, par passion, et qui me font kiffer intrinsèquement de faire, mais en même temps c'est vrai que c'est décevant parfois de vraiment faire énormément d'efforts pour pas beaucoup de retours, quoi. Bonsoir Princess Crow, bienvenue sur ce live également, comment ça va? Ça fait plaisir que vous soyez là tous ce soir, et du coup on va arrêter de chouiner, j'ai l'impression d'être un connard qui fait que de se plaindre. Je vais arrêter de chouiner et on va partir sur le vif du sujet de ce qui nous intéresse ce soir, à savoir la lecture de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Lecture que j'ai déjà effectuée en solitaire il y a de cela une bonne dizaine d'années. Je saurais plus vous dire ça exactement. Je pense que je l'ai lu au collège, mais je sais pas exactement quand. De souvenir, c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi je l'ai beaucoup appréciée. Parce qu'en fait, elle suit une logique intéressante que j'ai appliquée à toutes mes lectures depuis et qui s'avère fonctionner. Donc là, je vous donne un petit tips de lecteur, entre guillemets. Grosso modo, Honoré de Balzac, c'est un auteur dont on m'a beaucoup parlé pendant mes études, au collège, au lycée, etc. Et c'est un auteur qui revenait très souvent dans la bouche de mes camarades comme un auteur chiant. Genre vraiment, mes camarades trouvaient que Honoré de Balzac c'était chiant. Dès qu'on en parlait, ils étaient à la limite du dégoût et du rejet en disant « Oh non, c'est horrible, il y a trop de descriptions, c'est lourd, c'est pompeux, etc. etc. » Et moi, j'ai découvert Honoré de Balzac par La peau de chagrin, qui n'est pas forcément le texte qui est le plus lu, je pense, d'Honoré de Balzac. Et en fait, je me suis pas du tout retrouvé dans ses commentaires, et j'ai trouvé la lecture vraiment sympa, et du coup, je ne comprenais pas l'avis des autres. Et alors depuis, j'ai lu La Rabouilleuse, qui est un peu plus classique, et c'est vrai que La Rabouilleuse était peut-être un peu plus rasoir, même si j'ai trouvé ça encore très correct. Mais en fait, surtout, ça m'a fait révéler quelque chose, entre guillemets, que depuis j'utilise pour toutes mes lectures, et je vous en avais déjà parlé dans un live, c'est qu'en fait, souvent, très souvent, s'il y a une chose hyper connue à laquelle vous adhérez pas, c'est parce que c'est parce que les gens vous en ont trop parlé déjà, etc. Bon, ça arrive souvent, vous connaissez ce phénomène. Mais aussi, il peut être intéressant de découvrir cette chose par un biais différent, et peut-être que là, vous allez tomber en amour avec ce truc. C'est-à-dire que il y a plein de grands classiques, en fait voilà, il y a plein d'auteurs classiques que j'ai découverts par un texte un peu moins connu. Et souvent, ça m'a permis d'entrer dans leur univers et de bien kiffer. Et là, par exemple, Honoré de Balzac, on pourrait se dire, bon, bah, c'est de la littérature de la littérature romanesque très classique, très descriptive, très carrée. Et pourtant, c'est, voilà, l'image qu'il peut avoir comme ça du dehors. Mais pourtant, La peau de chagrin, sur la page Wikipédia, j'ai lu ça tout à l'heure,
c'est considéré parfois comme un conte fantastique. Et moi, là, quand j'avais lu La peau de chagrin, je ne m'attendais pas du tout à trouver des éléments fantastiques dans de la littérature d'Honoré de Balzac. Et au final, bah, j'avais beaucoup apprécié la lecture à l'époque. Donc voilà, petit tips, peut-être, parfois, des auteurs qui vous font peur ou qui vous donnent pas spécialement envie. Commencez par un texte un peu moins connu, mais qui sera peut-être un peu plus à votre goût, un peu plus à votre convenance, un petit peu plus à ce que vous avez l'habitude. Et finalement, bah, ça devient hyper sympa. Et oui, voilà, c'est ça, Zikael, c'est fantastique. Alors qu'en général, l'œuvre d'Honoré de Balzac ne présente pas d'éléments fantastiques ou pas spécialement. Par contre, La peau de chagrin, il y a vraiment un élément fantastique capital, puisque bah, c'est le cœur du roman, quoi. Darabol, j'ai eu un souci de compte, donc dû refaire. Nous nous sommes connus sur un jeu en Kama, puis j'ai découvert tes live lectures. Ah, ok. C'est pour ça, du coup, que je me disais, bah mince, il a pas de message. Ok, Darabolt. Ouais, du coup, t'étais sur les lives Wokfu. Ouais, c'était Wokfu que j'avais joué, bah oui. Je suis con. Attends, c'était Wokfu? Non, c'était Dofus que j'avais repris. Oh, je me rappelle même plus. Gros trou de mémoire bizarre, là. Enfin, bon, bref, en tout cas, Darabolt, je me rappelle de toi. Et je suis heureux de te revoir parmi nous. Écoutez, je pense qu'on va commencer la lecture sans plus attendre. D'ailleurs, je vois qu'on a eu un nouveau follow de Je suis un bol, donc merci à toi, Je suis un bol. Je suis très heureux d'avoir un bol parmi nous, ça fait plaisir. Je ne sais pas comment je vais effectuer les découpes sur cette lecture. Je pense qu'en vérité, en 3 lives, on peut en avoir terminé. Mais la police des pages est un peu spéciale et la manière dont est remplie la page également. Donc je sais pas si je vais mettre du temps ou non à lire cette œuvre. Donc là ce soir ça va être un petit peu le crash test. On va certainement ne pas lire plus. On va certainement ne pas lire plus loin que la première partie qui se nomme Le Talisman. Je ne pense pas qu'on lira plus loin que Le Talisman parce que il fait déjà son bon lot de pages. Mais par contre, je saurais pas du tout vous dire si on va lire la moitié du talisman ou le talisman entier. Je sais pas vous dire si je fais une pause dans 10, 15, 20, 30 minutes, aucune idée. Ou 1 heure, bref, j'en sais rien. Dans ma tête, je planifie plutôt de lire le talisman dans son intégralité. Mais si je vois que la lecture commence à se... Je trouve plus le terme. commence à s'allonger tout simplement de trop. Eh bien, je ferai peut-être une pause ou une fin de live un peu plus tôt. Nous verrons. Donc du coup, ça va être un peu à l'arrache. J'espère que je vais savoir faire une découpe logique et qui ne coupe pas la fluidité du texte. Je vais essayer de faire ça bien. Avant qu'on ne lance, je vous montre rapidement. Voilà, ça c'est la signature de La peau de chagrin. Je vous montre très vite. Alors ça fait pas le point, donc c'est pas très joli. Attendez, je sais pas s'il y a moyen de faire le point en vrai. Ça me paraît dur. Est-ce qu'il voit mon doigt bien? Ouais, non, ma caméra est trop pourrie pour ça, mais... Bref, du coup, voilà, il y a une signature un peu chelou. Et on nous dit que c'est la réappropriation d'un épisode de ce roman du XVIIIe siècle par Balzac devient le symbole de son écriture qui serpente. Sterne et Rabelais sont les 2 modèles du romancier dans La peau de chagrin. Donc voilà, c'est un petit peu... ouais, sa signature, grosso modo, quoi. Et du coup, qu'il reprend de Sterne, a priori, dans Tristram Shandy, chapitre, je saurais pas dire. Quand il y a 3 C, des C, je sais même plus. Je sais plus c'est quoi dans les chiffres romains. Ça doit être 300? Non, non, ça me paraît bizarre. Ça doit être 100 peut-être. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, voilà, je vous ai signifié ça. Il y aura peut-être 2-3 trucs, j'ai regardé vite fait, il y aura peut-être 2-3 trucs dans la lecture que je devrais vous montrer à la cam, parce qu'ils seront organisés de manière spéciale sur la page. Mais sinon, ça devrait bien se passer. Écoutez, je vous invite à vous détendre, à prendre à boire, à manger, à vous installer... Je trouve pas mes mots, c'est terrible ce soir. À vous installer convenablement, je sais pas dire, agréablement pour vous en tout cas, et je vous souhaite la bonne santé. On est parti dans la lecture, chers amis. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause parce qu'il y en aura certainement une.
À tout à l'heure, bonne écoute à tous, bonne écoute Darabolt, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute Zikael, So Famous, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. À Monsieur Savary, membre de l'Académie des sciences. Le talisman. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît !» lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême, accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous, en exigeant je ne sais quel gage? Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent? Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier, ou le vôtre, si vous l'avez inscrit sur la coiffe? Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs? Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais sachez-le bien, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu vous démontrera, par une atroce épigramme en action, qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage. Si toutefois vous avez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur. L'étonnement manifesté par le jeune homme en recevant une fiche numérotée en échange de son chapeau, dont heureusement les bords étaient légèrement pelés, indiquait assez une âme encore innocente. Aussi le petit vieillard, qui sans doute avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui jeta-t-il un coup d'œil terne et sans chaleur, dans lequel un philosophe aurait vu les misères de l'hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie, les travaux forcés à perpétuité, les expatriations au Guazacoalco. Cet homme, dont la longue face blanche n'était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de Darcey, présentait la pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ses rides, il y avait trace de vieille torture. Il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il les recevait. Semblables aux rosses sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise, rien ne le faisait tressaillir. Les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C'était le jeu, incarné. Si le jeune homme avait contemplé ce triste cerbère, peut-être se serait-il dit « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes dans ce cœur-là ». L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant, placé là sans doute par la Providence, comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux. Il entra résolument dans la salle où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée. Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsqu'entre lui et la mort il ne reste plus que son dernier écu. Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est assuré comme celui d'un drame sanguinolent. Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents qui s'y traînent pour s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies commencées dans le vin et décidées à finir dans la scène. Si la passion y abonde, le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu. La soirée est un véritable morceau d'ensemble où la troupe entière crie, où chaque instrument de l'orchestre module sa phrase. Vous verriez là beaucoup de gens honorables, qui viennent y chercher des distractions et les payent comme ils payeraient le plaisir du spectacle, de la gourmandise, ou comme ils iraient dans une mansarde acheter à bas prix de cuisants regrets pour 3 mois. Mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot. Entre le joueur du matin et le joueur du soir, il existe la différence qui distingue le mari nonchalant de l'amant pâmé sous les fenêtres de sa belle. Le matin seulement
arrive la passion palpitante et le besoin dans sa franche horreur. En ce moment, vous pourrez admirer un véritable joueur, un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant il était rudement flagellé par le fouet de sa martingale, tant il souffrait, travaillé par le prurit d'un coup de 30 et 40. À cette heure maudite, vous rencontrerez des yeux dont le calme effraie, des images qui vous fascinent, des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent. Aussi les maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs séances. Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a eu des gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son palais royal, dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flots, sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser. Essayez de jeter un regard furtif sur cette arène. Entrez. Quelle nudité! Les murs couverts d'un papier gras à hauteur d'homme n'offrent pas une seule image qui puisse rafraîchir l'âme. Il ne s'y trouve même pas un clou pour faciliter le suicide. Le parquet est usé, malpropre. Une table oblongue occupe le centre de la salle. La simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe. Cette antithèse humaine se découvre partout où l'âme réagit puissamment sur elle-même. L'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la soie, la revêtir d'un moelleux tissu d'Orient, et la plupart du temps il la possède sur un grabat. L'ambitieux se rêve au fait du pouvoir, tout en s'aplatissant dans la boue du servilisme. Le marchand végète au fond d'une boutique humide et malsaine, en élevant un vaste hôtel d'où son fils, héritier précoce, sera chassé par une licitation fraternelle. Enfin, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une maison de plaisir? Singulier problème, toujours en opposition avec lui-même, trompant ses espérances par ses mots présents, et ses mots par un avenir qui ne lui appartient pas, l'homme imprime à tous ses actes le caractère de l'inconséquence et de la faiblesse. Ici-bas, rien n'est complet que le malheur. Au moment où le jeune homme entra dans le salon, quelques joueurs s'y trouvaient déjà. 3 vieillards à tête chauve étaient nonchalamment assis autour du tapis vert. Leurs visages de plâtre, impassibles comme ceux des diplomates, révélaient des âmes blasées, des cœurs qui, depuis longtemps, avaient désappris de palpiter, même en risquant les biens paraphernaux d'une femme. Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint olivâtre, était accoudé tranquillement au bout de la table et paraissait écouter ses pressentiments secrets qui crient fatalement à un joueur. Oui. Non. Cette tête méridionale respirait l'or et le feu. 7 ou 8 spectateurs debout, rangés de manière à former une galerie, attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort, les figures des acteurs, le mouvement de l'argent et celui des râteaux. Ces désœuvrés étaient là, silencieux, immobiles, attentifs comme l'est le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête. Un grand homme sec, en habit râpé, tenait un registre d'une main, et de l'autre une épingle pour marquer les passes de la rouge ou de la noire. C'était un de ces tantales modernes qui vivent en marge de toutes les jouissances de leur siècle, un de ces avares sans trésor qui jouent une mise imaginaire, espèce de fou raisonnable qui se consolait de ses misères en caressant une chimère, qui agissait enfin avec le vice et le danger, comme les jeunes prêtres avec l'Eucharistie quand ils disent des messes blanches. En face de la banque, 1 ou 2 de ces fins spéculateurs, experts des chances du jeu, et semblables à d'anciens forçats qui ne s'effraient plus des galères, étaient venus là pour hasarder 3 coups et remporter immédiatement le gain probable duquel ils vivaient. De vieux garçons de salle se promenaient nonchalamment les bras croisés, et de temps en temps regardaient le jardin par les fenêtres, comme pour montrer aux passants leurs plates figures en guise d'enseigne. Le tailleur et le banquier venaient de jeter sur les ponteurs ce regard blême qui les tue, et disaient d'une voix grêle « Faites le jeu !» quand le jeune homme ouvrit la porte. Le silence devint en quelque sorte plus profond, et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Chose inouïe, les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs et jusqu'aux fanatiques italiens, tous en voyant l'inconnu éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvantable. Ne faut-il pas être bien malheureux pour obtenir de la pitié, bien faible pour exciter une sympathie, ou d'un bien sinistre aspect, pour faire frissonner les âmes dans cette salle où les douleurs doivent être muettes, où la misère est gaie et le désespoir décent? Eh bien, il y avait de tout cela dans la sensation neuve qui remua ses cœurs glacés quand le jeune homme entra. Mais les bourreaux,
N'ont-ils pas quelquefois pleuré sur les vierges, dont les blondes têtes devaient être coupées à un signal de la Révolution? Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère. Ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse, son regard attestait des efforts trahis, mille espérances trompées. La morne impassibilité du suicide donnait à ce front une pâleur mate et maladive, un sourire amer dessiné de légers plis dans les coins de la bouche, et la physionomie exprimait une résignation qui faisait mal à voir. Quelque secret génie scintillait au fond de ses yeux voilés, peut-être par les fatigues du plaisir. Était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure jadis pure et brûlante, maintenant dégradée? Les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au cœur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières et la rougeur qui marquait les joues, tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science, les traces de nuit passées à la lueur d'une lampe studieuse. Mais une passion plus mortelle que la maladie, une maladie plus impitoyable que l'étude et le génie, altérait cette jeune tête, contractait ses muscles vivaces, tordait ce cœur qu'avaient seulement effleuré les orgies, l'étude et la maladie. Comme, lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect, ainsi tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure profonde que sondait leur regard, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Le jeune homme avait bien un frac de bon goût, mais la jonction de son gilet et de sa cravate était trop savamment maintenue pour qu'on lui supposât du linge. Ses mains, jolies comme des mains de femme, étaient d'une douteuse propreté. Enfin, depuis 2 jours, il ne portait plus de gants. Si le tailleur et les garçons de salle eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les enchantements de l'innocence florissaient par vestiges dans ses formes grêles et fines, dans ses cheveux blonds et rares, naturellement bouclés. Cette figure avait encore 25 ans, et le vice paraissait n'y être qu'un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les ravages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Le jeune homme se présentait là comme un ange sans rayon, égaré dans sa route. Aussi, tous ces professeurs émérites de vices et d'infamies, semblables à une vieille femme édentée, prise de pitié à l'aspect d'une belle fille qui s'offre à la corruption, furent-ils près de crier au novice « Sortez !» Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la main et qui roula sur noir. Puis, comme les âmes fortes, abhorrant de chicanières incertitudes, il lança sur le tailleur un regard tout à la fois turbulent et calme. L'intérêt de ce coup était si grand que les vieillards ne firent pas de mise. Mais l'Italien saisit avec le fanatisme de la passion une idée qui vint lui sourire, et ponta sa masse d'or en opposition au jeu de l'inconnu. Le banquier oublia de dire ces phrases qui se sont à la longue converties en un cri rauque et inintelligible. « Faites le jeu est fait, rien ne va plus !» Le tailleur étala les cartes, et sembla souhaiter bonne chance au dernier venu, indifférent qu'il était à la perte ou au gain fait par les entrepreneurs de ces sombres plaisirs. Chacun des spectateurs voulut voir un drame, et la dernière scène d'une noble vie dans le sort de cette pièce d'or. Leurs yeux arrêtés sur les cartons fatidiques étincelèrent, mais malgré l'attention avec laquelle ils regardèrent alternativement et le jeune homme et les cartes, ils ne purent apercevoir aucun symptôme d'émotion sur sa figure froide et résignée. « Rouge, pair, passe !» dit officiellement le tailleur. Une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'Italien lorsqu'il vit tomber un à un les billets pliés que lui lança le banquier. Quant au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon. L'ivoire fit rendre un bruit sec à la pièce qui, rapide comme une flèche, alla se réunir au tas d'or étalé devant la caisse. L'inconnu ferma les yeux doucement, ses lèvres blanchirent, mais il releva bientôt ses paupières, sa bouche reprit une rougeur de corail, il affecta l'air d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de mystère, et disparut sans m'en dire une consolation par un de ces regards déchirants que les joueurs au désespoir lancent assez souvent sur la galerie. Combien d'événements se pressent dans l'espace d'une seconde, et que de choses dans un coup de dé. « Voilà sans doute sa dernière cartouche !» dit en souriant le croupier, après un moment de silence pendant lequel il tint cette pièce d'or entre le pouce et l'index pour la montrer aux assistants.
C'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau, répondit un habitué en regardant autour de lui les joueurs qui se connaissaient tous. Bah, s'écria le garçon de chambre en prenant une prise de tabac. Si nous avions imité monsieur, dit un des vieillards à ses collègues en désignant l'Italien. Tout le monde regarda l'heureux joueur dont les mains tremblaient en comptant ses billets de banque. J'ai entendu, dit-il, une voix qui me criait dans l'oreille. Le jeu aura raison contre le désespoir de ce jeune homme. Ce n'est pas un joueur, reprit le banquier. Autrement, il aurait groupé son argent en 3 masses pour se donner plus de chance. Le jeune homme passait sans réclamer son chapeau, mais le vieux molosse, ayant remarqué le mauvais état de cette guenille, la lui rendit sans proférer une parole. Le joueur restitua la fiche par un mouvement machinal et descendit les escaliers en sifflant ditanti palpiti, d'un souffle si faible qu'il en entendit à peine lui-même les notes délicieuses. Il se trouva bientôt sous les galeries du Palais Royal, alla jusqu'à la rue Saint-Honoré, prit le chemin des Tuileries et traversa le jardin d'un pas indécis. Il marchait comme au milieu d'un désert, coudoyé par des hommes qu'il ne voyait pas, n'écoutant à travers les clameurs populaires qu'une seule voix, celle de la mort. Enfin perdu dans une engourdissante méditation, semblable à celle dont jadis étaient saisis les criminels qu'une charrette conduisait du palais à la Grève, vers cet échafaud, rouge de tout le sang versé depuis 1793. Il existe je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide. Les chutes d'une multitude de gens sont sans danger, comme celles des enfants qui tombent de trop bas pour se blesser. Mais quand un grand homme se brise, il doit venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelque paradis inaccessible. Implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet. Combien de jeunes talents confinés dans une mansarde s'étiolent et périssent faute d'un ami, faute d'une femme consolatrice, au sein d'un million d'êtres, en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie. À cette pensée, le suicide prend des proportions gigantesques. Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelait un jeune homme à Paris, Dieu seul sait combien se heurtent de conceptions, de poésies abandonnées, de désespoirs et de cris étouffés, de tentatives inutiles et de chefs-d'œuvre avortés. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Où trouverez-vous, dans l'océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec cet entrefilet? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts. Devant ce laconisme parisien, les drames, les romans, tout pâlit, même ce vieux frontispice. Les lamentations du glorieux roi de Caërnarvon, mis en prison par ses enfants. Dernier fragment d'un livre perdu, dont la seule lecture faisait pleurer ce Sterne qui lui-même délaissait sa femme et ses enfants. L'inconnu fut assailli par 1000 pensées semblables qui passaient en lambeaux dans son âme, comme des drapeaux déchirés voltigent au milieu d'une bataille. S'il déposait pendant un moment le fardeau de son intelligence et de ses souvenirs, pour s'arrêter devant quelques fleurs dont les têtes étaient mollement balancées par la brise parmi les massifs de verdure, bientôt saisi par une convulsion de la vie qui reguimbait encore sous la pesante idée du suicide, il levait les yeux au ciel. Là, des nuages gris, des bouffées de vent chargées de tristesse, une atmosphère lourde, lui conseillaient encore de mourir. Il s'achemina vers le pont royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs. Il souriait en se rappelant que Lord Castlereagh avait satisfait le plus humble de nos besoins avant de se couper la gorge, et que l'académicien Auger était allé chercher sa tabatière pour priser tout en marchant à la mort. Il analysait ces bizarreries et s'interrogeait lui-même quand, en se serrant contre le parapet du pont pour laisser passer un fort de la halle, celui-ci ayant légèrement blanchi la manche de son habit, il se surprit à en secouer soigneusement la poussière. Arrivé au point culminant de la voûte, il regarda l'eau d'un air sinistre. « Mauvais temps pour se noyer !» lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons. « Est-elle sale et froide, la Seine ?» Il répondit, par un sourire plein de naïveté qui attestait le délire de son courage. Mais il frissonna tout à coup en voyant de loin, sur le port des Tuileries, la baraque surmontée d'un écriteau où ces paroles sont tracées en lettres hautes d'1 pied, secours aux asphyxiés. Monsieur Dacheux lui apparut armé de sa philanthropie, réveillant et faisant mouvoir ces vertueux avirons qui cassent la tête aux noyés, quand malheureusement ils remontent sur l'eau. Il l'aperçut ameutant les curieux, quêtant un médecin, apprêtant des fumigations,
Il lut les doléances des journalistes écrites entre les joies d'un festin et le sourire d'une danseuse. Il entendit sonner les écus, comptés à des bateliers pour sa tête par le préfet de la Seine. Mort, il valait 50 francs. Mais vivant, il n'était qu'un homme de talent sans protecteur, sans amis, sans paillasse, sans tambour. Un véritable zéro social, inutile à l'État, qui n'en avait aucun souci. Un mort en plein jour lui parut ignoble. Il résolut de mourir pendant la nuit, afin de livrer un cadavre indéchiffrable à cette société qui méconnaissait la grandeur de sa vie. Il continua donc son chemin, et se dirigea vers le quai Voltaire, en prenant la démarche indolente d'un désœuvré qui veut tuer le temps. Quand il descendit les marches qui terminent le trottoir du pont, à l'angle du quai, son attention fut excitée par les bouquins étalés sur le parapet. Peu s'en fallut qu'il n'en marchanda quelques-uns. Il se prit à sourire, remit philosophiquement les mains dans ses goussets, et allait reprendre son allure d'insouciance où perçait un froid dédain, quand il entendit avec surprise quelques pièces retentir d'une manière véritablement fantastique au fond de sa poche. Un sourire d'espérance illumina son visage, glissa de ses lèvres sur ses traits, sur son front, fit briller de joie ses yeux et ses joues sombres. Cette étincelle de bonheur ressemblait à ces feux qui courent dans les vestiges d'un papier déjà consumé par la flamme, mais le visage eut le sort des cendres noires. Il redevint triste quand l'inconnu, après avoir vivement retiré la main de son gousset, aperçut 3 gros sous. « Ah, mon bon monsieur, la carita, Catalina, un petit sou pour avoir du pain. » Un jeune ramoneur, dont la figure bouffie était noire, le corps brun de suie, les vêtements déguenillés, tendit la main à cet homme pour lui arracher ses derniers sous. À 2 pas du petit savoyard, un vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie trouée, lui dit d'une grosse voix sourde. « Monsieur, donnez-moi ce que vous voudrez, je prierai Dieu pour vous. » Mais quand l'homme jeune eut regardé le vieillard, celui-ci se tut et ne demanda plus rien, reconnaissant peut-être sur ce visage funèbre la livrée d'une misère plus âpre que n'était la sienne. « La carita, la carita !» L'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre en quittant le trottoir pour aller vers les maisons. Il ne pouvait plus supporter le poignant aspect de la scène. « Nous prierons Dieu pour la conservation de vos jours, » lui dirent les 2 mendiants. En arrivant à l'étalage d'un marchand d'estampes, cet homme presque mort rencontra une jeune femme qui descendait d'un brillant équipage. Il contempla délicieusement cette charmante personne dont la blanche figure était harmonieusement encadrée dans le satin d'un élégant chapeau. Il fut séduit par une taille svelte, par de jolis mouvements. La robe, légèrement relevée par le marchepied, lui laissa voir une jambe dont les fins contours étaient dessinés par un bas blanc et bien tiré. La jeune femme entra dans le magasin, y marchanda des albums, des collections de lithographies. Elle en acheta pour plusieurs pièces d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur le comptoir. Le jeune homme, en apparence occupé sur le seuil de la porte à regarder les gravures exposées dans la montre, échangea vivement avec la belle inconnue l'œillat de la plus perçante que puisse lancer un homme, contraint de ces coups d'œil insouciants jetés au hasard sur les passants. C'était de sa part un adieu à l'amour, à la femme. Mais cette dernière et puissante interrogation ne fut pas comprise, ne remua pas ce cœur de femme frivole, ne la fit pas rougir, ne lui fit pas baisser les yeux. Qu'était-ce pour elle? Une admiration de plus? Un désir inspiré qui le soir lui suggérerait cette douce parole? J'étais bien aujourd'hui. Le jeune homme passa promptement à un autre cadre et ne se retourna point quand l'inconnu remonta dans sa voiture. Les chevaux partirent. Cette dernière image du luxe et de l'élégance s'éclipsa comme allait s'éclipser sa vie. Il marcha d'un pas mélancolique le long des magasins, en examinant sans beaucoup d'intérêt les échantillons de marchandises. Quand les boutiques lui manquèrent, il étudia le Louvre, l'Institut, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le Pont des Arts. Ces monuments paraissaient prendre une physionomie triste en reflétant les teintes grises du ciel, dont les rares clartés prêtaient un air menaçant à Paris qui, pareil à une jolie femme, est soumise à d'inexplicables caprices de laideur et de beauté. Ainsi, la nature elle-même conspirait à plonger le mourant dans une extase douloureuse. En proie à cette puissance malfaisante, dont l'action dissolvante trouve un véhicule dans le fluide qui circule en nos nerfs, il sentait son organisme arriver insensiblement au phénomène de la fluidité. Les tourmentes de cette agonie lui imprimaient un mouvement semblable à celui des vagues et lui faisaient voir les bâtiments, les hommes, à travers un brouillard où tout ondoyait.
Il voulut se soustraire aux titillations que produisaient sur son âme les réactions de la nature physique, et se dirigea vers un magasin d'antiquités dans l'intention de donner une pâture à ses sens, ou d'y attendre la nuit en marchant dans des objets d'art. C'était pour ainsi dire qu'était du courage et demander un cordial, comme les criminels qui se défient de leurs forces en allant à l'échafaud. Mais la conscience de sa prochaine mort rendit pour un moment au jeune homme l'assurance d'une duchesse qui a 2 amants, et il entra chez le marchand de curiosités d'un air dégagé, laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d'un ivrogne. N'était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort? Il retomba bientôt dans ses vertiges, et continua d'apercevoir les choses sous d'étranges couleurs, ou animé d'un léger mouvement, dont le principe était sans doute dans une irrégulière circulation de son sang, tantôt bouillonnant comme une cascade, tantôt tranquille et fade comme l'eau tiède. Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s'il ne renfermait pas quelques singularités à sa convenance. Un jeune garçon à figure fraîche et joufflue, à chevelure rousse et coiffé d'une casquette de loutre, commit la garde de la boutique à une vieille paysanne, espèce de caliban femelle occupée à nettoyer un poêle dont les merveilles étaient dues au génie de Bernard de Palissy. Puis il dit à l'étranger d'un air insouciant: « Voyez, monsieur, voyez, nous n'avons en bas que des choses assez ordinaires, mais si vous voulez prendre la peine de monter au premier étage, je pourrais vous montrer de fort belles momies du Caire, plusieurs poteries incrustées, quelques ébènes sculptées, vraie Renaissance, récemment arrivées, et qui sont de toute beauté. » Dans l'horrible situation où se trouvait l'inconnu, ce babil de Cicérone, ces phrases sottement mercantiles, furent pour lui comme les taquineries mesquines par lesquelles des esprits étroits assassinent un homme de génie. Portant sa croix jusqu'au bout, il parut écouter son conducteur et lui répondit par geste ou par monosyllabe. Mais insensiblement, il sut conquérir le droit d'être silencieux, et put se livrer sans crainte à ses dernières méditations qui furent terribles. Il était poète, et son âme rencontra fortuitement une immense pâture. Il devait voir par avance les ossements de 20 mondes. Au premier coup d'œil, les magasins lui offrirent un tableau confus, dans lequel toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas empaillés souriaient à des vitraux d'église, semblaient vouloir mordre des bustes, courir après des lacs ou grimper sur des lustres. Un vase de Sèvres, où madame Jacotot avait peint Napoléon, se trouvait auprès d'un sphinx dédié à ses sostris. Le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonhomie. Un tournebroche était posé sur un ostensoir, un sabre républicain sur une hacquebute du Moyen-Âge. Madame du Barry, peinte au pastel par Latour, une étoile sur la tête nue et dans un nuage, paraissait contempler avec concupiscence une chibouque indienne, en cherchant à deviner l'utilité des spirales qui serpentaient vers elle. Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret, étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie. Soupières en porcelaine, assiettes de Saxe, tasses diaphanes venues de Chine, salières antiques, drageoirs féodaux. Un vaisseau d'ivoire voguait à pleine voile sur le dos d'une immobile tortue. Une machine pneumatique éborgnait l'empereur Auguste, majestueusement impassible. Plusieurs portraits d'échevins français et de bourgmestres hollandais, insensibles alors comme pendant leur vie, s'élevaient au-dessus de ce chaos d'antiquité en y lançant un regard pâle et froid. Tous les pays de la terre semblaient avoir apporté là quelques débris de leur science, un échantillon de leur art. C'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait, ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le yatagan du mort, ni l'idole des Tartares. Il y avait jusqu'à la blague à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trône. Ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à 1000 accidents de lumière par la bizarrerie d'une multitude de reflets dus à la confusion des nuances, à la brusque opposition des jours et des noirs. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées. Enfin, une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets, dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques. L'inconnu compara d'abord ces 3 salles gorgées de civilisation, de culte, de divinité, de chef-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie, à un miroir plein de facettes, dont chacune représentait un monde. Après cette impression brumeuse, il voulut choisir ses jouissances, mais à force de regarder, de penser, de rêver,
Il tomba sous la puissance d'une fièvre due peut-être à la faim qui rugissait dans ses entrailles. La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestées par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir l'essence du jeune homme. Le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase où l'univers lui apparut par bribes et en traits de feu, comme l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de Saint Jean dans Patmos. Une multitude de figures endolories, gracieuses et terribles, obscures et lucides, lointaines et rapprochées, se leva par masse, par myriades, par générations. L'Égypte, roide, mystérieuse, se dressa de ses sables, représentée par une momie qu'enveloppaient des bandelettes noires. Puis ce fut les pharaons, ensevelissant des peuples pour se construire une tombe, et Moïse, et les Hébreux, et le désert. Il entrevit tout un monde antique et solennel. Fraîche et suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et rayonnant de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l'Ionie. Ah, qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la fine argile d'un vase étrusque devant le dieu Priape, qu'elle saluait d'un air joyeux. En regard, une reine latine caressait sa chimère avec amour. Les caprices de la Rome impériale respiraient là tout entier et révélaient le bain, la couche, la toilette d'une Julie indolente, songeuse, attendant son tibule. Armée du pouvoir des talismans arabes, la tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome libre et lui déroulait les pages de Tite-Live. Le jeune homme contempla Senatus Populusque Romanus, le consul, les licteurs, les toges bordées de pourpre, les luttes du forum, le peuple courroucé défiler lentement devant lui comme les vaporeuses figures d'un rêve. Enfin, la Rome chrétienne dominait ses images. Une peinture ouvrait les cieux, il y voyait la Vierge Marie plongée dans un nuage d'or au sein des anges, éclipsant la gloire du soleil, écoutant les plaintes des malheureux auxquels cette Ève régénérée souriait d'un air doux. En touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l'Etna, son âme s'élançait dans la chaude et fauve Italie. Il assistait aux orgies des Borgia, courait dans les Abruzze, aspirait aux amours italiens, se passionnait pour les blancs visages aux longs yeux noirs. Il frémissait aux dénouements nocturnes interrompus par la froide épée d'un mari, en apercevant une dague du Moyen-Âge dont la poignée était travaillée comme l'est une dentelle, et dont la rouille ressemblait à des taches de sang. L'Inde et ses religions revivaient dans une idole coiffée de son chapeau pointu, à losange relevé, parée de clochettes vêtues d'or et de soie. Près du magot, une natte, jolie comme la bayadière, qui s'y était roulée, exhalait encore les odeurs du sandal. Un monstre de la Chine, dont les yeux restaient tordus, la bouche contournée, les membres torturés, réveillait l'âme par les inventions d'un peuple qui, fatigué du beau toujours unitaire, trouve d'ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs. Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la Renaissance, au temps où les arts et la licence fleurissaient, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles, couchés dans les bras des courtisanes, décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camée, les massacres de Pizarre dans une arquebuse à mèche, les guerres de religion échevelées, bouillantes, cruelles au fond d'un casque. Puis, les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de Milan supérieurement damasquinée, bien fourbie, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. Cet océan de meubles, d'inventions, de modes, d'œuvres, de ruines, lui composait un poème sans fin. Forme, couleur, pensée, tout revivait là, mais rien de complet ne s'offrait à l'âme. Le poète devait achever les croquis du grand peintre qui avait fait cette immense palette, où les innombrables accidents de la vie humaine étaient jetés à profusion, avec dédain. Après s'être emparé du monde, après avoir contemplé des pays, des âges, des règnes, le jeune homme revint à des existences individuelles. Il se personnifia de nouveau, s'empara des détails en repoussant la vie des nations comme trop accablante pour un seul homme. Là, dormait un enfant en cire, sauvé du cabinet de Rwish, et cette ravissante créature lui rappelait les joies de son jeune âge. Au prestigieux aspect du pagne virginal de quelques jeunes filles d'Otaïti, sa brûlante imagination lui peignait la vie simple de la nature, la chaste nudité de la vraie pudeur, les délices de la paresse si naturelle à l'homme, toute une destinée calme au bord d'un ruisseau frais et rêveur, sous un bananier qui dispensait une manne savoureuse sans culture.
Mais tout à coup, il devenait corsaire et revêtait la terrible poésie empreinte dans le rôle de Lara, vivement inspiré par les couleurs nacrées de 1000 coquillages, exalté par la vue de quelques madrépores qui sentaient le varech, les algues et les ouragans atlantiques. Admirant plus loin les délicates miniatures, les arabesques d'azur et d'or qui enrichissaient quelques précieux missels manuscrits, il oubliait les tumultes de la mer. Mollement balancé dans une pensée de paix, il épousait de nouveau l'étude et la science, souhaitait la grasse vie des moines exemptes de chagrin, exemptes de plaisir, et se couchait au fond d'une cellule, en contemplant par sa fenêtre en ogive les prairies, les bois, les vignobles de son monastère. Devant quelques teniers, il endossait la casaque d'un soldat ou la misère d'un ouvrier. Il désirait porter le bonnet sale et enfumé des flamands, s'enivrer de bière, jouer aux cartes avec eux, et souriait à une grosse paysanne d'un attrayant embonpoint. Il grelottait en voyant une tombée de neige de Mieris, ou se battait en regardant un combat de Salvatore Rossa. Il caressait un tomahawk d'Illinois et sentait le scalpel d'un Cherokee qui lui enlevait la peau du crâne. Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il le confiait à la main d'une châtelaine en savourant la romance mélodieuse et lui déclarant son amour le soir auprès d'une cheminée gothique dans la pénombre où se perdait un regard de consentement. Il s'accrochait à toutes les joies, saisissait toutes les douleurs, s'emparait de toutes les formules d'existence en éparpillant si généreusement sa vie et ses sentiments sur les simulacres de cette nature plastique et vide, que le bruit de ses pas retentissait dans son âme comme le son lointain d'un autre monde, comme la rumeur de Paris arrive sur les tours de Notre-Dame. Et nous allons nous arrêter là pour cette première partie de lecture. Nous marquons une pause, les amis. Et c'est plus long à lire que ce que j'aurais cru. Bien plus long à lire que ce que j'aurais cru. Je pensais lire le Talisman dans son intégralité ce soir. Mais là, je pense... Donc le Talisman qui est la première partie de cette œuvre, de ce roman. Mais là, je pense qu'on va pas pouvoir en vérité. Puisque le Talisman fait 80 pages. Et que je viens d'en lire 20. Donc en gros, il faudrait faire 4 fois ce que je viens de faire. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait faire un live de 4 heures. Donc ça va pas être possible. Donc au final, cette œuvre va nous occuper plus de temps que je n'aurais cru. En même temps, l'œuvre fait quand même 300 pages. Et c'est vrai que c'est quand même... bien éparpillé sur la page, pardon. La police est relativement petite. Donc c'est vrai qu'au final, ça va être plus long que prévu. Je pense que la peau de chagrin... on va dire... je pense qu'à mon avis, on est parti pour au moins 6 ou 7 lives sur la peau de chagrin. Je pense que ce sera quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas sur ces considérations, j'espère que vous avez apprécié ce début d'histoire. Pour le moment, on n'est pas encore dans le vif du sujet, on est dans une lente mise en place. Alors peut-être que certains, peut-être que ça en rebutera certains, peut-être que certains trouveront ça ennuyeux. Moi je dois avouer que personnellement j'aime beaucoup, jusqu'à présent j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un rythme très lent qui va très bien avec le propos du bouquin. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la manière qu'a Honoré de Balzac de nous parler de tout un tas de choses. C'est-à-dire de parler du décor, de parler des objets, de parler des êtres humains qui se baladent dans le décor, etc. D'en faire une description précise, d'en tirer des phrases esthétiquement jolies, stylistiquement jolies, et en plus d'en tirer des réflexions de narrateurs un petit peu philosophiques, avec des questions sur voilà, comme on a à la deuxième page directement des questions sur le jeu et sur comment sont mentalement entre guillemets les gens qui vont jouer au casino. Enfin tout ça je trouve ça très intéressant, donc cette manière qu'il a de présenter tout cela, de faire une grande fresque, une grande peinture de tout cela et de revenir à son sujet et à son histoire d'un seul coup, c'est-à-dire que très souvent un paragraphe commence par l'inconnu ou le jeune homme
qu'on suit, nanana. Et je trouve ça très intéressant comme manière de faire, de vraiment donner une peinture globale et de ensuite réinjecter le personnage principal dans cette peinture. Et du coup, en fait, tout ce travail du décor, entre guillemets, donne une teinte à la manière dont on perçoit le personnage. Et vu que là, le personnage est a priori désespéré au plus haut point, puisque on nous parle de suicide, etc., je trouve que ça donne vraiment la bonne teinte, et le fait que la lecture soit lente, lancinante, avec un style comme ça, très mélancolique, je trouve que ça va très bien avec les propos qui nous sont rapportés. Donc moi personnellement, pour le moment, je suis assez fan. À part dans les dernières pages qu'on vient de lire, où il y a un petit peu d'accumulation par juxtaposition, c'est-à-dire plein de ah bah, et puis au fait il y avait ça aussi, ah bah, et puis il y avait ça, ah, et puis il y avait des pierres, et puis il y avait des peintures, et puis il y avait ça. Bon, ça c'est un truc que j'apprécie un peu moins dans les bouquins en général, même si ça reste relativement bien fait, puisque tout cela est accompagné d'évocations, donc bon, ça reste sympa. Et je me faisais une réflexion pendant cette lecture, c'est que c'est rare, enfin c'est rare, je suis pas un puits de savoir et je connais pas tout, encore heureux, mais c'est rare qu'un bouquin présente autant de mots que je ne connais pas. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots que je ne connais pas, que j'ai déjà lus, mais dont je ne saurais pas donner la définition. Euh, alors après, c'est une chose aussi dans les lectures, c'est que faut pas se bloquer à un mot qu'on connaît pas. C'est-à-dire que, en général, par son contexte, on arrive quand même à vaguement avoir une idée de ce que veut dire le mot. Et en plus, il y a aussi le côté esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont des sonorités qui vont bien aller dans le rythme de la phrase, etc. Donc je trouve que là, ça n'a pas été rebutant. Il n'y a pas eu de mots si compliqués que on soit totalement rejeté de l'histoire, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mots un peu compliqués dans ce texte. Mais bon, je trouve le style plutôt joli, et je pense que le style d'Honoré de Balzac me plaît bien. J'espère que vous aussi, chers amis. Je vois que Darth Maul était passé. Je me demande si Darth Maul c'était pas un viewer de chez Cora, notre ami Cora, parce qu'il me semble l'avoir déjà vu chez Cora. Donc je sais pas si tu es toujours parmi nous, Darth Maul, mais en tout cas, bonsoir, bienvenue sur ce live si tu es toujours là. Darabolt, c'est comme si le personnage se raccroche à ses histoires qu'il se fait derrière les objets, comme un moyen d'éviter de passer à l'acte. Ah, pas con Darabolt. Pas con, en vrai c'est pas con comme manière de voir les choses. Je n'aurais pas envisagé la chose comme ça, mais je pense que c'est une version tout à fait plausible, tout à fait envisageable. Ouais, c'est pas con ça en vrai. Et du coup ça montre encore une fois à quel point le fond et la forme, quand ils sont bien maîtrisés, peuvent être vraiment en corrélation et se nourrir l'un l'autre. Et là, du coup, ça fait, stylistiquement, ça fait des jolies phrases. Et en effet, ça peut encore se rattacher à la manière de penser de notre héros, puisque pour le moment, on ne connaît pas son nom. Pour le moment, c'est toujours l'inconnu. Mais ouais, pas bête comme réflexion d'Arabolt. Je vais essayer de checker où est-ce que je vais m'arrêter dans la lecture de ce soir. Alors on est à la page 30, j'ai lu 20 pages, donc on va essayer de s'arrêter à la page 50 environ. Je regarde si... En fait c'est très compliqué, mais j'essaie de regarder si je peux couper en plein milieu ou si c'est compliqué. Et pour voir ça, grosso modo, ce que je fais, c'est que en général, je le fais avant les lives, mais là, je sais vraiment pas où couper. Mais grosso modo, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je lis le début d'un paragraphe. Et si par exemple, le début d'un paragraphe commence par... attendez, je vais vous donner un exemple, ça ira mieux. Voilà. Si un paragraphe commence par tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme, nanana, bah du coup ça fait référence à un événement passé. Donc voilà, si un paragraphe, au premier mot en général ça se voit assez facilement,
Si au premier mot d'un paragraphe, je vois que ça fait référence à quelque chose qui a déjà eu lieu dans le récit et qui lui fait directement suite, en général, j'essaie de pas faire une découpe ici parce que du coup, ça ferait une coupe vraiment en plein milieu de l'action, quoi. En plein milieu de la scène, on va dire. Donc du coup, j'essaie de trouver des endroits qui se prêtent à une découpe logique. Voilà, j'ai l'impression que ça va être compliqué de couper ici. Alors, je suis en train de réfléchir du coup. Limite, est-ce que je peux pas faire plus court? Parce que du coup là, il y a 87 pages, on est d'accord? Là, je vais arriver à la 50e. Ça veut dire qu'il en restera 37 pour la prochaine, donc limite, je peux enlever quelques pages pour ce soir. Mais est-ce que ça va aller? Ça va être dur. Je crois que ça va être un peu dur de faire une découpe logique ce soir. On verra, je pense qu'on verra au fur et à mesure de la lecture parce que là c'est un peu compliqué. Je vais peut-être m'arrêter à la page 48. On verra. Ouais, je pense qu'on verra au fur et à mesure de la lecture parce que là j'ai un peu de mal à planifier où est-ce que je vais m'arrêter. Dis donc, il commence à faire chaud presque. C'est étonnant. En ce moment, avec le temps, je sais pas comment réagir. Il fait tellement un coup chaud, un coup froid. Hop. Allez les gens, je pense qu'on est reparti pour la suite de la lecture. On est déjà à plus d'une heure de live. Je pense que ça va être compliqué cette découpe de l'œuvre. Ouais, Darabol, ça va être très compliqué. Surtout que, en fait, moi, ce que je me dis après, c'est aussi en rediffusion, je veux que ça présente bien et je veux que ça soit compréhensible. Donc là, le fait que la première partie, le talisman, soit coupé sur 2 lives, je vais être quasiment obligé de le faire parce que sinon le live va durer trop longtemps. Et en même temps, ça m'embête parce que je me dis, mince, peut-être, enfin ouais, ceux qui finiront ce live en rediffusion s'arrêteront à un moment où la suite est sur une autre vidéo. C'est bizarre quoi. Donc ouais, ça m'embête un peu, mais je ne peux pas faire autrement, sinon il faudrait vraiment que je fasse un live très très long ce soir. Donc je pense que je vais pas faire comme ça. Allez, on est parti pour la suite, sans plus attendre. Je vais te souhaiter une bonne écoute d'Arabolt, bonne écoute Zikael si tu es toujours parmi nous, bonne écoute Princess Crow et Darth Maul si vous êtes toujours là également. Après cette phase de lecture, nous passerons à l'outro du live, je pense. C'est pas signé, mais c'est quasiment sûr. Je vous dis donc à tout à l'heure pour l'outro. Encore une fois, bonne écoute. Profitez bien. En montant l'escalier intérieur qui conduisait aux salles situées au premier étage, il vit des boucliers votifs, des panoplies, des tabernacles sculptés, des figures en bois pendues au mur, posées sur chaque marche. Poursuivi par les formes les plus étranges, par des créations merveilleuses assises sur les confins de la mort et de la vie, il marchait dans les enchantements d'un songe. Enfin, doutant de son existence, il était comme ces objets curieux, ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Quand il entra dans les nouveaux magasins, le jour commençait à pâlir, mais la lumière ressemblait inutile aux richesses resplendissant d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassées. Les plus coûteux caprices de dissipateurs morts sous des mansardes, après avoir possédé plusieurs millions, étaient dans ce vaste bazar des folies humaines. Une écritoire payée 100 000 francs et rachetée pour 100 sous gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un roi. Là, le génie humain apparaissait dans toutes les pompes de sa misère, dans toute la gloire de ses gigantesques petitesses. Une table d'ébène, véritable idole d'artiste, sculptée d'après les dessins de Jean Goujon, et qui coûta jadis plusieurs années de travail, avait été peut-être acquise au prix du bois à brûler. Des coffrets précieux, des meubles faits par la main des fées, y étaient dédaigneusement amoncelés. « Vous avez des millions ici ?» s'écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. « Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n'est rien encore, montez au 3e étage et vous verrez. L'inconnu suivit son conducteur,
et parvint à une quatrième galerie, où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux du Poussin, une sublime statue de Michel-Ange, quelques ravissants paysages de Claude Lorrain, un Gérard Dow, qui ressemblait à une page de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, des Velasquez sombres et colorés comme un poème de Lord Byron, puis des bas-reliefs antiques, des coupes d'agate, des onyx merveilleux. Enfin, c'étaient des travaux à dégoûter du travail, des chefs-d'œuvre accumulés à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme. Il arriva devant une Vierge de Raphaël, mais il était las de Raphaël. Une figure de Corrège qui voulait un regard ne l'obtint même pas. Un vase inestimable en porphyre antique et dont les sculptures circulaires représentaient de toutes les priapées romaines la plus grotesquement licencieuse, délices de quelques Corinne, eut à peine un sourire. Il étouffait sous les débris de 50 siècles évanouis, il était malade de toutes ces pensées humaines, assassiné par le luxe et les arts, oppressé sous ces formes renaissants qui, pareils à des monstres enfantés sous ses pieds par quelque malin génie, lui livraient un combat sans fin. Semblable en ses caprices à la chimie moderne, qui résume la création par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées? Beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelque acide moral, soudainement épandu dans leur être intérieur? Que contient cette boîte? Demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet, derrière monceaux de gloire, d'efforts humains, d'originalité, de richesse, parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. « Ah, monsieur en a la clé, » dit le gros garçon avec un air de mystère. « Si vous désirez voir ce portrait, je me hasarderai volontiers à prévenir monsieur. » Ah, c'est dur à dire. « Vous hasardez ?» reprit le jeune homme. « Votre maître est-il un prince ?»« Mais je ne sais pas, » répondit le garçon. Ils se regardèrent pendant un moment aussi étonnés l'un que l'autre. Après avoir interprété le silence de l'inconnu comme un souhait, l'apprenti le laissa seul dans le cabinet. « Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps, en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé comme soutenu par la main d'un enchanteur? En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oubliés, et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmus des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Ces figures se dressent, grandissent et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale. Il est poète avec des chiffres, il est sublime en posant un 0 près d'un 7. Il réveille le néant sans prononcer des paroles artificiellement magiques, il fouille une parcelle de gypse, y aperçoit une empreinte et vous crie « Voyez !» Soudain les marbres s'animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule. Après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques, après des races de poissons et des clans de mollusques, arrive enfin le genre humain, produit dégénéré d'un type grandiose, brisé peut-être par le Créateur. Échauffés par son regard rétrospectif, ces hommes chétifs nés d'hier peuvent franchir le chaos, entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers dans une sorte d'apocalypse rétrograde. En présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme, la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom, commun à toutes les sphères et que nous avons nommé le temps, cette minute de vie nous fait pitié. Nous nous demandons, écrasés que nous sommes sous tant d'univers en ruine, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours? Et si, pour devenir un point intangible dans l'avenir, la peine de vivre doit s'accepter? Déracinés du présent, nous sommes morts jusqu'à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire « Madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur ». Les merveilles dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir,
et tomba sur une chaise curule, en laissant enterrer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé. Les tableaux s'illuminèrent, les têtes de vierges lui sourirent, et les statues se colorèrent d'une vie trompeuse. À la faveur de l'ombre, et mises en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau À la faveur de l'ombre, et mises en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnèrent devant lui. Chaque magot lui jeta sa grimace, les paupières des personnages représentés dans les tableaux s'abaissèrent sur leurs yeux pour les rafraîchir. Chacune de ces formes frémit, sautilla, se détacha de sa place gravement, légèrement, avec grâce ou brusquerie, selon ses mœurs, son caractère et sa contexture. Ce fut un mystérieux sabbat digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le Brocken. Mais ces phénomènes d'optique, enfantés par la fatigue, par la tension des forces oculaires ou par les caprices du crépuscule, ne pouvaient effrayer l'inconnu. Les terreurs de la vie étaient impuissantes sur une âme familiarisée avec les terreurs de la mort. Il favorisa même par une sorte de complicité railleuse les bizarreries de ce galvanisme moral, dont les prodiges s'accouplaient aux dernières pensées qui lui donnaient encore le sentiment de l'existence. Le silence régnait si profondément autour de lui que, bientôt, il s'aventura dans une douce rêverie dont les impressions graduellement noires suivirent, de nuance en nuance et comme par magie, les lentes dégradations de la lumière. Une lueur en quittant le ciel fit reluire un dernier reflet rouge en luttant contre la nuit. Il leva la tête, vit un squelette à peine éclairé qui pencha dubitativement son crâne de droite à gauche comme pour lui dire « Les morts ne veulent pas encore de toi ». En passant la main sur son front, pour en chasser le sommeil, le jeune homme sentit distinctement un vent frais produit par je ne sais quoi de velu qui lui effleura les joues et il frissonna. Les vitres, ayant retenti d'un claquement sourd, il pensa que cette froide caresse digne des mystères de la tombe venait de quelque chauve-souris. Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré. Puis toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit, l'heure de mourir était subitement venue. Il s'écoula, dès ce moment, un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres, soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible, et il tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûlant cauchemar, nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme. Il ferma les yeux, les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce personnage qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. Néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes, et fut alors, malgré lui, sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serrée autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sur sa tête, une calotte en velours également noire laissait passer de chaque côté de la figure les longues mèches de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front. La robe ensevelissait le corps comme dans un vaste linceul et ne permettait de voir d'autres formes humaines qu'un visage étroit et pâle. Sans le bras décharné, qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de types aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si décolorées, si minces, qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée par la bouche dans son blanc visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de Gérardot
était sorti de son cadre. Une finesse d'inquisiteur trahie par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se réunissaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux. Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure une belle image du Père éternel, ou le masque ricaneur du Méphistophélès, car ils se trouvaient tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche. Embroyant toutes les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. Le moribond frémit en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde et où il vivait seul, sans jouissance parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Le vieillard se tenait debout, immobile, inébranlable comme une étoile au milieu d'un nuage de lumière. Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle malice calme, semblaient éclairer le monde moral comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux. Tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux, après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantasques images. S'il demeura comme étourdi, s'il se laissa momentanément dominer par une croyance digne d'enfants qui écoutent les contes de leur nourrice, il faut attribuer cette erreur au voile étendu sur sa vie et sur son entendement par ses méditations, à l'agacement de ses nerfs irrités, au drame violent dont les scènes venaient de lui prodiguer les atroces délices contenues dans un morceau d'opium. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieu où la magie devait être impossible. Voisin de la maison où le dieu de l'incrédulité française avait expiré, disciple de Gay-Lussac et d'Arago, contempteur des tours de gobelets que font les hommes du pouvoir, l'inconnu n'obéissait sans doute qu'à ces fascinations poétiques auxquelles nous nous prêtons souvent comme pour fuir de désespérantes vérités, comme pour tenter la puissance de Dieu. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange, mais cette émotion était semblable à celle que nous avons tous éprouvée devant Napoléon ou en présence de quelque grand homme brillant de génie et revêtu de gloire. « Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël ?» lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de manière à ce que la boîte brune reçût toute la clarté. Au nom religieux de Jésus-Christ et de Raphaël, il échappa au jeune homme un geste de curiosité, sans doute attendu par le marchand qui fit jouer un ressort. Soudain, le panneau d'acajou glissa dans une rainure, tomba sans bruit et livra la toile à l'admiration de l'inconnu. À l'aspect de cette immortelle création, il oublia les fantaisies du magasin, les caprices de son sommeil, redevint homme, reconnut dans le vieillard une créature de chair bien vivante, nullement fantasmagorique, et revécut dans le monde réel. La tendre sollicitude, la douce sérénité du divin visage influèrent aussitôt sur lui. Quelque parfum épanché des cieux dissipa les tortures infernales qui lui brûlaient la moelle des os. La tête du sauveur des hommes paraissait sortir des ténèbres figurées par un fond noir. Une auréole de rayons étincelait vivement autour de sa chevelure, d'où cette lumière voulait sortir. Sur le front, sous les chairs, il y avait une éloquente conviction qui s'échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Les lèvres vermeilles venaient de faire entendre la parole de vie, et le spectateur en cherchait le retentissement sacré dans les airs. Il en demandait les ravissantes paraboles au silence, il l'écoutait dans l'avenir, la retrouvait dans les enseignements du passé. L'Évangile était traduit par la simplicité calme de ces adorables yeux où se réfugiaient les âmes troublées. Enfin, la religion catholique se lisait tout entière en un suave et magnifique sourire qui semblait exprimer ce précepte où elle se résume. Aimez-vous les uns les autres. Cette peinture inspirait une prière, recommandait le pardon, étouffait l'égoïsme, réveillait toutes les vertus endormies. Partageant le privilège des enchantements de la musique, l'œuvre de Raphaël vous jetait sous le charme impérieux des souvenirs, et son triomphe était complet. On oubliait le peintre. Le prestige de la lumière agissait encore sur cette merveille. Par moments, il semblait que la tête s'agitât dans le lointain, au sein de quelques nuages. « J'ai couvert cette toile de pièces d'or, » dit froidement le marchand.
Eh bien, il va falloir mourir, s'écria le jeune homme qui sortait d'une rêverie dont la dernière pensée l'avait ramené vers sa fatale destinée en le faisant descendre par d'insensibles déductions d'une dernière espérance à laquelle il s'était attaché. « Ah ah, j'avais donc raison de me méfier de toi, » répondit le vieillard en saisissant les deux mains du jeune homme, qu'il serra par les poignets dans l'une des siennes comme dans un étau. L'inconnu sourit tristement de cette méprise, et dit d'une voix douce. « Eh, monsieur, ne craignez rien. Il s'agit de ma vie et non de la vôtre. Pourquoi n'avouerais-je pas une innocente supercherie, reprit-il après avoir regardé le vieillard inquiet. En attendant la nuit, afin de pouvoir me noyer sans esclandre, je suis venu voir vos richesses. Qui ne pardonnerait ce dernier plaisir à un homme de science et de poésie? Le soupçonneux marchand examina d'un œil sagace le morne visage de son faux chaland tout en l'écoutant parler. Rassuré bientôt par l'accent de cette voix douloureuse, ou lisant peut-être dans ses traits décolorés les sinistres destinées qui naguère avaient fait frémir les joueurs, il lâcha les mains. Mais par un reste de suspicion qui révéla une expérience au moins centenaire, il étendit nonchalamment le bras vers un buffet comme pour s'appuyer, et dit en prenant un stylet. « Êtes-vous depuis 3 ans surnuméraire au trésor, sans y avoir touché de gratification ?» L'inconnu ne put s'empêcher de sourire en faisant un geste négatif. « Votre père vous a-t-il trop vivement reproché d'être venu au monde? Ou bien êtes-vous déshonoré? » Si je voulais me déshonorer, je vivrais. Avez-vous été sifflé au funambule, ou vous trouvez-vous obligé de composer des flonflons pour payer le convoi de votre maîtresse? N'auriez-vous pas plutôt la maladie de l'or? Voulez-vous détrôner l'ennui? Enfin, quelle erreur vous engage à mourir? Ne cherchez pas le principe de ma mort dans les raisons vulgaires qui commandent la plupart des suicides. Pour me dispenser de vous dévoiler des souffrances inouïes et qu'il est difficile d'exprimer en langage humain, je vous dirai que je suis dans la plus profonde, la plus ignoble, la plus perçante de toutes les misères. Et, ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté sauvage démentait ses paroles précédentes, je ne veux mendier ni secours ni consolation. Ces 2 syllabes que d'abord le vieillard fit entendre pour toute réponse ressemblèrent aux cris d'une crécelle. Puis il reprit ainsi. Sans vous forcer à m'implorer, sans vous faire rougir et sans vous donner un centime de France, un paras du Levant, un tarin de Sicile, un heller d'Allemagne, un kopek de Russie, un farthing d'Écosse, une seule des sesterces ou des oboles de l'ancien monde, ni une piastre du nouveau, sans vous offrir quoi que ce soit en or, argent, billons, papier, billets. Je veux vous faire plus riche, plus puissant et plus considéré que ne peut l'être un roi constitutionnel. Le jeune homme crut le vieillard en enfance, et resta comme engourdi, sans oser répondre. « Retournez-vous, » dit le marchand en saisissant tout à coup la lampe pour en diriger la lumière sur le mur qui faisait face au portrait. Et regarde... Pardon, je vais reprendre cette phrase, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. « Retournez-vous, » dit le marchand en saisissant tout à coup la lampe pour en diriger la lumière sur le mur qui faisait face au portrait. « Et regardez cette peau de chagrin, » ajouta-t-il. Le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelque surprise, en apercevant au-dessus du siège où il s'était assis un morceau de chagrin accroché sur le mur, et dont la dimension n'excédait pas celle d'une peau de renard, mais par un phénomène inexplicable au premier abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d'une petite comète. Le jeune incrédule s'approcha de ce prétendu talisman qui devait le préserver du malheur, et s'en moqua par une phrase mentale. Cependant, animé d'une curiosité bien légitime, il se pencha pour regarder alternativement la peau sous toutes les faces, et découvrit bientôt une cause naturelle à cette singulière lucidité. Les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si bien brunis, les rayures capricieuses en étaient si propres et si nettes que, pareilles à des facettes de grenat, les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière. Il démontra mathématiquement la raison de ce phénomène au vieillard, qui, pour toute réponse, sourit avec malice. Ce sourire de supériorité fit croire au jeune savant qu'il était la dupe en ce moment de quelque charlatanisme. Il ne voulut pas emporter une énigme de plus dans la tombe, et retourna promptement la peau comme un enfant pressé de connaître les secrets de son jouet nouveau. « Ah! Ah! » s'écria-t-il. « Voici l'empreinte du sceau que les orientaux nomment le cachet de Salomon. »« Vous le connaissez donc ?» demanda le marchand, dont les narines
laissèrent passer 2 ou 3 bouffées d'air qui peignirent plus d'idées que n'en auraient exprimé les plus énergiques paroles. « Existe-t-il au monde un homme assez simple pour croire à cette chimère » s'écria le jeune homme, piqué d'entendre ce rire muet et plein d'amère dérision. « Ne savez-vous pas, ajouta-t-il, que les superstitions de l'Orient ont consacré la forme mystique et les caractères mensongers de cet emblème qui représente une puissance fabuleuse. Je ne crois pas devoir être plus taxé de niaiserie dans cette circonstance que si je parlais des sphinx ou des griffons, dont l'existence est en quelque sorte mythologiquement admise. »« Puisque vous êtes un orientaliste, reprit le vieillard, peut-être lirez-vous cette sentence. » Il apporta la lampe près du talisman que le jeune homme tenait à l'envers, et lui fit apercevoir des caractères incrustés dans le tissu cellulaire de cette peau merveilleuse, comme s'ils eussent été produits par l'animal auquel elle avait jadis appartenu. « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre. » Et se retournant avec vivacité vers les tables chargées de curiosités, ses yeux parurent y chercher quelque chose. « Que voulez-vous » demanda le vieillard. « Un instrument pour trancher le chagrin, afin de voir si les lettres y sont empreintes ou incrustées. » Le vieillard présenta son stylet à l'inconnu, qui le prit et tenta d'entamer la peau à l'endroit où les paroles se pouvaient écrire. Mais quand il eut enlevé une légère couche de cuir, les lettres y reparurent si nettes et tellement conformes à celles qui étaient imprimées sur la surface, que pendant un moment, il crut n'en avoir rien noté. « L'industrie du Levant a des secrets qui lui sont réellement particuliers, » dit-il en regardant la sentence orientale avec une sorte d'inquiétude. « Oui, » répondit le vieillard, « il vaut mieux s'en prendre aux hommes qu'à Dieu. » Les paroles mystérieuses étaient disposées de la manière suivante. Je vous montre, parce que là, c'est typographié d'une manière un peu spéciale, donc voilà. Je vous montre comment c'est foutu. Ah, malheureusement, ma caméra est floue, je suis désolé. Mais grosso modo, on dirait du sanskrit, quoi. Je pense même que c'est du sanskrit. Et en dessous, on a la manière dont ça sera rédigé en français. Ce qui voulait dire en français: si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra, Dieu l'a voulu ainsi. Désire, et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là, à chaque vouloir je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu? Prends, Dieu t'exaucera. Soit. Ah, vous lisez couramment le sanskrit, dit le vieillard. Peut-être avez-vous voyagé en Perse ou dans le Bengale? Non, monsieur, répondit le jeune homme en tâtant avec curiosité cette peau symbolique, assez semblable à une feuille de métal pour son peu de flexibilité. Le vieux marchand remit la lampe sur la colonne où il l'avait prise, en lançant au jeune homme un regard empreint d'une froide ironie qui semblait dire « Il ne pense déjà plus à mourir ». « Est-ce une plaisanterie? Est-ce un mystère ?» demanda le jeune inconnu. Le vieillard hocha la tête et dit gravement « Je ne saurais vous répondre. J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman à des hommes doués de plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir, mais tout en se moquant de la problématique influence qu'ils devaient exercer sur leur destinée future, aucun n'a voulu se risquer à conclure ce contrat si fatalement proposé par je ne sais quelle puissance. Je pense comme eux, j'ai douté, je me suis abstenu et... »« Et vous n'avez pas même essayé » dit le jeune homme en l'interrompant. « Essayez, dit le vieillard. Si vous étiez sur la colonne de la place Vendôme, essayeriez-vous de vous jeter dans les airs? Peut-on arrêter le cours de la vie? L'homme a-t-il jamais pu scinder la mort? Avant d'entrer dans ce cabinet, vous aviez résolu de vous suicider, mais tout à coup un secret vous occupe et vous distrait de mourir. Enfant, chacun de vos jours ne vous offrira-t-il pas une énigme plus intéressante que ne l'est celle-ci? Écoutez-moi, j'ai vu la cour licencieuse du régent. Comme vous, j'étais alors dans la misère, j'ai mendié mon pain. Néanmoins, j'ai atteint l'âge de 102 ans, et je suis devenu millionnaire. Le malheur m'a donné la fortune, l'ignorance m'a instruit. Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par 2 actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. 2 verbes expriment toutes les formes que prennent ces 2 causes de mort. Vouloir et pouvoir. Entre ces 2 termes de l'action humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle, et pouvoir nous détruit.
Mes savoirs laissent notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée. Le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes. En 2 mots, j'ai placé ma vie, non dans le cœur qui se brise, non dans les sens qui s'émoussent, mais dans le cerveau, qui ne s'use pas et qui survit à tout. Rien d'excessif n'a froissé ni mon âme, ni mon corps. Cependant, j'ai vu le monde entier. Mes pieds ont foulé les plus hautes montagnes de l'Asie et de l'Amérique. J'ai appris tous les langages humains, et j'ai vécu sous tous les régimes. J'ai prêté mon argent à un Chinois, en prenant pour gage le corps de son père. J'ai dormi sous la tente de l'Arabe sur la foi de sa parole. J'ai signé des contrats dans toutes les capitales européennes, et j'ai laissé sans crainte mon or dans le wigwam des sauvages. Enfin, j'ai tout obtenu, parce que j'ai tout su dédaigner. Ma seule ambition a été de voir. Voir, n'est-ce pas savoir? Oh, savoir, jeune homme, n'est-ce pas jouir intuitivement? N'est-ce pas découvrir la substance même du fait et de s'en emparer essentiellement? Que reste-t-il d'une possession matérielle? Une idée. Jugez alors combien doit être belle la vie d'un homme qui, pouvant empreindre toutes les réalités dans sa pensée, transporte en son âme les sources du bonheur, en extrait 1000 voluptés idéales dépouillées des souillures terrestres. La pensée est la clé de tous les trésors. Elle procure les joies de l'avare sans en donner les soucis. Aussi, ai-je plané sur le monde où mes plaisirs ont toujours été des jouissances intellectuelles. Mes débauches étaient la contemplation des mers, des peuples, des forêts, des montagnes. J'ai tout vu, mais tranquillement, sans fatigue. Je n'ai jamais rien désiré, j'ai tout attendu. Je me suis promené dans l'univers comme dans le jardin d'une habitation qui m'appartenait. Ce que les hommes appellent chagrin, amour, ambition, revers, tristesse, sont pour moi des idées que je change en rêverie. Au lieu de les sentir, je les exprime, je les traduis. Au lieu de leur laisser dévorer ma vie, je les dramatise, je les développe, je m'en amuse comme de romans que je lirai par une vision intérieure. N'ayant jamais lassé mes organes, je jouis encore d'une santé robuste. Mon âme, ayant hérité de toute la force dont je n'abusais pas, cette tête est encore mieux meublée que ne le sont mes magasins. Là, dit-il en se frappant le front, là sont les vrais millions. Je passe des journées délicieuses en jetant un regard intelligent dans le passé. J'évoque des pays entiers, des sites, des vues de l'océan, des figures historiquement belles. J'ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n'ai pas eues. Je revois souvent vos guerres, vos révolutions, et je les juge. Oh, comment préférer de fébriles, de légères admirations, pour quelque chair plus ou moins colorée, pour des formes plus ou moins rondes? Comment préférer tous les désastres de vos volontés trompées à la faculté sublime de faire comparaître en soi l'univers, au plaisir immense de se mouvoir sans être garrotté par les liens du temps, ni par les entraves de l'espace, au plaisir de tout embrasser, de tout voir, de se pencher sur le bord du monde, pour interroger les autres sphères, pour écouter Dieu. Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font trop vivre. Car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal, et celui où le mal est encore la volupté? Les plus vives lumières du monde idéal ne caressent-elles pas la vue, tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blessent toujours? Le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir? Et qu'est-ce que la folie, sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir? Eh bien, oui, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu en saisissant la peau de chagrin. Jeune homme, prenez garde, s'écria le vieillard avec une incroyable vivacité. J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée, mais elles ne m'ont même pas nourri, répliqua l'inconnu. Je ne veux être la dupe ni d'une prédication digne de Swedenborg, ni de votre amulette orientale, ni des charitables efforts que vous faites, monsieur, pour me retenir dans un monde où mon existence est désormais impossible. Voyons, ajouta-t-il en serrant le talisman d'une main convulsive et regardant le vieillard. Je veux un dîner royalement splendide, quelque bacchanal digne du siècle où tout s'est, dit-on, perfectionné. Que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie. Que les vins se succèdent toujours plus incisifs, plus pétillants, et soient de force à nous enivrer pour 3 jours. Que cette nuit soit parée de femmes ardentes. Je veux que la débauche en délire et rugissant nous emporte dans son char à 4 chevaux, par-delà les bornes du monde, pour nous verser sur des plages inconnues. Que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue. Je ne sais si alors elles s'élèvent ou s'abaissent, peu m'importe. Donc je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie. Oui,
J'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte pour en mourir. Aussi, souhaitais-je, et des prières apaisantiques après boire, et des chants à réveiller les morts, et de triples baisers, des baisers sans fin, dont la clameur passe sur Paris comme un craquement d'incendie. Ils réveillent les époux et leur inspirent une ardeur cuisante qui les rajeunissent tous, même les septuagénaires. Un éclat de rire, parti de la bouche du petit vieillard, retentit dans les oreilles du jeune fou comme un bruissement de l'enfer, et l'interdit si despotiquement qu'il se tut. « Croyez-vous, dit le marchand, que mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner passage à des tables somptueusement servies et à des convives de l'autre monde? Non, non, jeune étourdi. Vous avez signé le pacte, tout est dit. Maintenant vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais aux dépens de votre vie. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. Le brahmine auquel je dois ce talisman m'a jadis expliqué qu'il s'opérerait un mystérieux accord entre les destinées et les souhaits du possesseur. Votre premier désir est vulgaire. Je pourrais le réaliser, mais j'en laisse le soin aux événements de votre nouvelle existence. Après tout, vous vouliez mourir? Eh bien, votre suicide n'est que retardé. L'inconnu, surprise et presque irrité de se voir toujours plaisanté par ce singulier vieillard dont l'intention demi-philanthropique lui parut clairement démontrée dans cette dernière raillerie, s'écria. « Je verrai bien, monsieur, si ma fortune changera pendant le temps que je vais mettre à franchir la largeur du quai. Mais si vous ne vous moquez pas d'un malheureux, je désire, pour me venger d'un si fatal service, que vous tombiez amoureux d'une danseuse. Vous comprendrez alors le bonheur d'une débauche, et peut-être deviendriez-vous prodigue de tous les biens que vous avez si philosophiquement ménagés. » Il sortit sans entendre un grand soupir que poussa le vieillard, traversa les salles et descendit les escaliers de cette maison, suivi par le gros garçon joufflu qui voulut vainement l'éclairer. Il courait avec la prestesse d'un voleur pris en flagrant délit. Aveuglé par une sorte de délire, il ne s'aperçut même pas de l'incroyable ductilité de la peau de chagrin qui, devenue souple comme un gant, se roula sous ses doigts frénétiques et put entrer dans la poche de son habit, où il la mit presque machinalement. En s'élançant de la porte du magasin sur la chaussée, il heurta 3 jeunes gens qui se tenaient bras dessus bras dessous. « Animal! Imbécile !» Telles furent les gracieuses interpellations qu'ils échangèrent. « Eh, c'est Raphaël !»« Ah, bien, nous te cherchions !»« Quoi, c'est vous ?» Ces 3 phrases amicales succédèrent à l'injure aussitôt que la clarté d'un réverbère balancé par le vent frappa les visages de ce groupe étonné. « Mon cher ami, dit à Raphaël le jeune homme qu'il avait failli renverser, tu vas venir avec nous. De quoi s'agit-il donc? Avance toujours, je te conterai l'affaire en marchant. De force ou de bonne volonté, Raphaël fut entouré de ses amis qui, l'ayant enchaîné par les bras dans leur joyeuse bande, l'entraînèrent vers le pont des Arts. Mon cher, dit l'orateur en continuant, nous sommes à ta poursuite depuis 1 semaine environ. À ton respectable hôtel Saint-Quentin, dont, par parenthèse, l'enseigne inamovible offre des lettres toujours alternativement noires et rouges comme au temps de Jean-Jacques Rousseau, ta Léonarde nous a dit que tu étais parti pour la campagne. Cependant, nous n'avions certes pas l'air de gens d'argent, huissiers, créanciers, gardes du commerce, etc. N'importe, Rastignac t'avait aperçu la veille au Bouffon. Nous avons repris courage, et nous avons mis de l'amour-propre à découvrir si tu te perchais sur les arbres des Champs-Élysées, si tu allais coucher pour 2 sous dans ces maisons philanthropiques où les mendiants dorment appuyés sur des cordes tendues, ou si, plus heureux, ton bivouac n'était pas établi dans quelque boudoir. Nous ne t'avons rencontré nulle part, ni sur les écrous de Sainte-Pélagie, ni sur ceux de la Force. Les ministères, l'opéra, les maisons conventuelles, cafés, bibliothèques, listes de préfets, bureaux de journalistes, restaurants, foyers de théâtre, bref, tout ce qu'il y a dans Paris de bons et de mauvais lieux, ayant été savamment explorés, nous gémissions sur la perte d'un homme doué d'assez de génie pour se faire également chercher à la cour et dans les prisons. Nous parlions de te canoniser comme un héros de juillet, et ma parole d'honneur, nous te regrettions. Et nous nous arrêterons là pour la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. Alors je sais, ça fait genre que je coupe en plein milieu, malheureusement, il n'y a pas vraiment de coupe logique à faire dans la lecture de ce soir, c'est un peu compliqué de trouver des endroits propices à faire de bonnes coupes. Donc je pense que lors du live prochain, donc mardi à 21 h, je relirai peut-être le dernier paragraphe,
Comme ça fera plus facilement le lien entre les deux lives. Mais en tout cas, nous en avons terminé avec le live de ce soir. J'espère que la lecture vous plaît. Moi, personnellement, elle me plaît bien. Je trouve que ça commence très très bien. Il y a plein d'éléments déjà instillés de ci, de là, qui me donnent très très envie. C'est assez sympa aussi le fait que le personnage, donc le narrateur, non pas le narrateur d'ailleurs, mais le personnage principal, donc l'inconnu, au début nous est présenté avec voilà, un désespoir latent, des envies de suicide, etc. Du coup, on serait plutôt tenté d'être empathique avec lui, d'être presque pris de pitié, quoi. Au final, c'est marrant de voir que dans son dialogue avec le vieillard, il est presque insolent et presque provoquant. Et au final, du coup, il a pas tant une image de mec qu'on a envie d'aimer, en tout cas pour le moment. Donc je trouve ça intéressant ce contraste et j'attends de voir ce que ça va donner plus tard. Aussi, si vous ne l'avez pas compris, je vous le dis maintenant, dans le dernier petit paragraphe qu'on vient de lire, on apprend donc que cet inconnu s'appelle Raphaël. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, je crois. Et du coup, c'est aussi, je trouve, très intéressant qu'il s'appelle Raphaël, alors que plus tôt dans ce live, on nous dit qu'il regarde une peinture de Raphaël et qu'il dit qu'il s'est lassé de Raphaël. Du coup, c'est une belle mise en abîme. Stylistiquement, c'est sympa parce que ça instaure inconsciemment à l'esprit qu'il est lassé de lui-même, entre guillemets. Donc je trouve ça vachement bien foutu. Après, dans sa conversation avec le vieillard, pour le moment, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi il est à ce point déprimé. Donc peut-être ça viendra plus tard. Il a juste l'air, enfin juste. Je dis juste, mais en réalité, je comprends tout à fait ce sentiment. Mais il a l'air d'être vraiment esselé dans la misère, entre guillemets, quoi. Donc, esselé dans la misère financière. Donc, c'est peut-être ça, ces raisons, je sais pas trop. Mais en tout cas, la scène presque mystique qui a eu lieu dans le magasin d'antiquité, je trouve que c'est presque même filmographique, non, cinématographique. Je trouve que c'est une scène qui se transposerait très très bien à la caméra. Et moi personnellement, j'avoue beaucoup aimer le style d'Honoré de Balzac, en tout cas dans cette œuvre. Et j'avoue que pour le moment, tout ce qu'on a pu découvrir, j'aime bien ça. Même si, encore une fois, pour le moment, on n'en est qu'au début. Puisque là, il vient à peine de récupérer la peau de chagrin. Donc, les péripéties arriveront dans le live prochain plutôt. Et écoutez, je ne vais pas faire durer le live plus longtemps qu'il ne le faut. Je ne vais pas parler pour ne rien dire. Je vais mettre fin à ce live sans plus attendre. Alors, Darabolt. Si je voulais me déshonorer, je vivrais m'a perturbé. Je me suis demandé qu'est-ce qui a pu lui arriver pour qu'il sorte cela au marchand. Alors ouais, on peut se demander, ou on peut se dire aussi que c'est juste une réflexion justement en mode j'ai tellement... En fait, je pense qu'au final, on pourrait penser qu'il a peut-être un grand ego et qu'il pense qu'il est un grand homme et que du coup, pour lui, c'est un déshonneur d'être un aussi grand homme et d'être autant dans la misère. Je pense que ça peut être vu comme ça aussi. Parce que justement, je trouve qu'il y a vraiment un propos intéressant sur la mort, la vie, le suicide. Enfin, je trouve qu'il y a des messages philosophiques intéressants. Par exemple, le vieillard se fait presque la voix de la sagesse et de la juste mesure. Et d'ailleurs, le vieillard a presque, c'est marrant, a presque un discours proche de l'épicurisme. Et on vient de finir la lecture du De Natura Rerum de Lucrèce, qui nous présente la philosophie épicurienne. Et je trouve que le vieillard se fait vraiment le porte-parole d'une philosophie à peu près similaire. Et du coup, ça, je trouve ça vachement intéressant.
Et je trouve il y a aussi voilà, des réflexions vachement intéressantes du narrateur sur le fait que quand on est entre guillemets, quand on est un grand homme, quand on a vécu de grandes choses, on peut tomber aussi beaucoup plus bas, parce que justement par contraste, par comparaison avec les grandeurs de ce qu'on a pu réaliser ou vivre, le reste nous semble très fade. Donc je trouve ça intéressant ce genre de réflexion. Ou par exemple, alors ça remonte au début de la lecture presque, mais par exemple la réflexion de dire que le fait que le personnage se trouve au milieu de tous ces objets, de toutes ces histoires, et que ça lui ouvre un imaginaire sur tout le passé de l'homme, et sur les événements de l'univers entier, peuvent peser de manière supplémentaire sur lui, comme y a eu tellement de choses avant toi, et il y aura tellement de choses après toi, que tu n'es rien. Je trouve que c'est une réflexion intéressante aussi. J'ai un ami qui réfléchit un peu comme ça, c'est pour ça que ça m'a aussi marqué ce passage. Mais j'ai un ami qui très souvent est pris de vertiges existentiels en se disant à quoi ça sert de vivre parce que je suis rien par rapport à l'univers. Quand je serai mort, il restera plus rien de moi, etc., etc. Donc c'est des réflexions intéressantes et qui méritent d'être comment dire, explicitées et justifiées, pas justifiées, mais débattues. Et ouais, je trouve que, enfin franchement, je trouve que ça, pour le moment, ça aborde plein de sujets en filigrane sans que ça soit lourd. C'est vraiment distillé dans l'œuvre. Et je trouve que pour le moment, le style, alors comme je le disais au début du live, souvent j'ai entendu les gens dire que le style d'Honoré de Balzac était trop descriptif et trop lourd. Moi personnellement, je le trouve très digeste. Et là, je trouve que c'est bien fluide, que autant on a de très bonnes descriptions bien faites, avec des phrases jolies stylistiquement, avec l'histoire qui continue à avancer en fond. Enfin ouais, avec en plus ces réflexions philosophiques du narrateur. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup à boire et à manger. En fait, c'est ça que j'aime bien. Il y a beaucoup à boire et à manger dans cette œuvre. Et il y a beaucoup de choses différentes et, chaque domaine a son intérêt, que ce soit le fond, la forme, le style, les réflexions philosophiques, le personnage, le narrateur. Donc je trouve ça vraiment cool, moi personnellement. Je trouve que ça fait un bel équilibre. Bref, je vais arrêter le live là-dessus, chers amis. Merci de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui sont passés, merci Darabolt, merci Zikael, merci Princess Crow, merci Darth Maul et merci le noob. Ça me fait plaisir que vous soyez tous passés. On se retrouve pour la suite de cette lecture et donc la fin de la première partie, le talisman, mardi à 21h. Sinon, on se retrouve également dimanche à 21h pour un live de découverte sur l'univers de League of Legends et ça sera une nouvelle en rapport au champion Aurelion Sol, si je ne m'abuse. Et sinon, il y a des chances également qu'il y ait un live demain. Alors je suis pas sûr parce que demain je vais peut-être aller voir Avengers au cinéma, mais il y aura peut-être un live demain, je suis pas sûr. S'il y en a un, ce sera vraisemblablement à 13h ou dans les environs. Et du coup, ça sera un live sur soit du gaming sur The Witness, soit de l'illustration sur Photoshop pour mon jeu de société. Je pense que ça peut arriver. Je ne le promets pas, mais c'est une possibilité. Voilà. Effectivement, la petitesse de notre existence par rapport à l'univers peut être une raison du vague à l'âme de Raphaël. Pour le moment, l'œuvre donne envie d'en savoir plus. Ah bah je suis content Darabolt que cette œuvre t'intrigue. J'espère qu'elle vous intriguera tous et qu'elle vous plaira. Moi j'avoue que je suis assez chaud pour lire la suite, j'ai assez hâte. Je vous dis donc à mardi pour la suite comme on le disait. Bonne soirée, bonne nuit Darabolt, bonne soirée, bonne nuit à tous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.